honnête, vous avez du mal à comprendre qu'est-ce que ça a à voir avec le spirituel. Là, je pense que c'est le travail complètement dans une autre dimension. D'ailleurs, je pense qu'on va proposer la prochaine fois qu'on nettoie les toilettes. Je crois que c'est quelque chose qui nous mettrait vraiment en contact profond avec notre corps. Et ça créerait un lien, un autre lien à ce Dieu. Dans les ashrams, Une question. C'est un petit peu dommage de diviser tant la pensée occidentale de la pensée orientale. C'est le manque de temps. Ah bah alors, il faut prendre plus de temps parce que c'est un peu une tendance aussi bien en Orient. Quand je vais en Inde, on met la supériorité sur la pensée indienne, disant que justement la notion du temps est cyclique, le but n'est pas important, etc. Quand je viens en Occident. Et en fait, je suis persuadée que ça ne fonctionne pas réellement comme ça. Ni dans la pratique, ni à l'intérieur de ça. L'enseignement en Occident a également une partie très répétitive dans l'apprentissage. Il y a un certain nombre d'éléments communs. Et ce que je souhaiterais plutôt entendre, c'est dire que ce vers quoi, à mon sens, nous allons tendre dans l'avenir, c'est à une synthèse à partir des différences et en ajoutant les ressemblances. Mais pas du tout à cette dichotomie entre la pensée orientale et la pensée occidentale, qui fait qu'on essaye de se projeter complètement en Orient quand on est occidental et d'aller complètement vers l'Occident quand on est oriental. Je trouve que je suis née en Orient, que je vis en Occident et que cette synthèse m'intéresse particulièrement. C'est le seul élément qui m'emmène un petit peu dans ce que Je ne peux pas être plus d'accord, c'est le sujet de mon blog, et à l'adresse, mais le titre, c'est Asie-Occident vers l'émergence d'une conscience fractale. Donc je ne peux pas être plus d'accord, et c'est le sujet de mon blog. Merci. Et allez, c'est vrai que là, le commercial que vous nouez, un commercial intégral, moi-même, je suis allé plusieurs fois sur son blog, c'est bien là, plus largement un blog commercial, c'est un blog de toute une vie où il n'y a rien de commercial d'ailleurs, et passionnant avec du contenu. Étienne, je ne sais pas si je vais y arriver, mais c'est pas non. En fait, bah voilà, moi j'ai adoré l'exposé, donc son contenu et sa forme est très clair. Moi je vois un point commun entre les deux qui à mon avis fait partie des choses un peu à remettre en question, qui sont remises en question par l'éducation nouvelle, c'est le niveau de l'information descendante. Dans les deux cas, c'est le maître qui vient en France qui doit faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Et je pense que là, il y a quelque chose à apporter, mais je suis le premier à le dire, on l'a entendu toute cette journée, mais c'est cette notion-là qui est une troisième dimension, que ce soit linéaire ou cyclique, l'important c'est que ça puisse venir aussi d'en bas et pas seulement d'en haut. Bon, je ne peux pas m'empêcher de rebondir en une seule phrase qu'on retrouve dans l'Apocalypse. À la fin des temps, les enfants apprendront aux adultes. Bon, un enfant, grand-mère. D'accord. Donc je vais parler de façon la plus courte. Donc j'ai indiqué tout à l'heure, moi j'ai mal commencé dans la vie, manifestement, enfin, à l'âge de 20 ans en rentrant à l'école polytechnique. J'ai été 5 ans, pour dire qui je suis, quand j'étais 5 ans au fonctionnaire, et ensuite 3 ans chez L'Oréal, et depuis 20 ans dans le conseil en stratégie, dans des grands cabinets dont j'étais associé. Et je suis en indépendant depuis 6 ans. Et il s'est produit quelque chose de bizarre qui a commencé il y a 2 ans et demi. Donc je vais vous raconter comment est né ce livre. Je n'ai pas le temps de vraiment parler du livre, donc je vais plutôt vous raconter comment il est né. Ceux que ça intéresse, c'est facile après d'avoir plus d'informations. Il y a de ça pratiquement 3 ans, je dînais avec un ami qui est un ancien responsable d'un grand groupe international, où il avait dirigé des grands projets de développement. Et
comme c'est quelqu'un d'intelligent, il n'était pas sorti en trouvant que ce qui se passe normalement est normal. Et donc il s'est dit, c'est bizarre, ça fait 20 ans que j'ai réussi à faire converger des projets internationaux, et c'est pas normal. Comment se fait-il finalement que quand on regroupe des Hollandais, des Chinois, des Américains sur un projet complexe et une vue complexe du monde, pourquoi on est d'accord? Qu'est-ce que c'est qu'être d'accord? Et donc il s'était toujours dit, quand il serait à la retraite, qu'il s'intéresserait à la prise de décision. C'est-à-dire finalement, d'où vient le fait qu'on accouche d'une décision plutôt qu'une autre. Et comme c'est quelqu'un qui est un bûcheur vertical, oui, il a fait beaucoup de recherches, donc quand il prend un sujet, il le prend vraiment. Ça faisait 2 ans, un peu plus d'1 an, qu'il était devenu un spécialiste de neurosciences. C'est-à-dire qu'il avait pris le sujet à temps plein, il avait circulé dans le monde entier, il avait discuté avec les plus grands chercheurs, assisté à toutes les conférences, et donc il m'a fait un digest en un dîner des neurosciences. Ça m'a interpellé, j'ai fait cours, j'ai fait du yoga quand j'étais petit, on est bouddhiste aussi dans la famille, donc tout ça rebondissait sur beaucoup de choses qui étaient en moi, et je me suis dit, tiens, ça m'intéresse, quels sont les 4 livres, les 4-5 livres qu'il faut lire? Et il m'a envoyé un mail, dedans il y a des noms qui étaient cités, un Damasio, notamment bien entendu, et aussi il m'avait parlé de Spinoza. Donc j'ai commencé un processus par la lecture des titres de Spinoza, il y a de ça 2 ans et demi, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Puis ensuite j'ai lu 2 livres, puis 3 livres, et puis arrivé à avril 2007, ça m'a rappelé Proust. C'est-à-dire qu'on est dans le schéma très très logique, c'est-à-dire que ça m'a rappelé la lecture de Proust que j'avais fait en disant mais finalement, cette vision de la mémoire qu'on apprend par les neurosciences, c'est-à-dire je pense qu'un certain nombre de personnes probablement sont assez familières de ça, c'est-à-dire qu'on ne stocke pas une information en tant que telle, l'information, un moment vécu, c'est un son, c'est des images, c'est des... etc. Chacun est stocké dans le sous-ensemble du cerveau qui va bien, et il y a une vague clé de lecture qui va permettre de recomposer ce souvenir. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on le recompose, on le déforme d'ailleurs. On l'a recomposé, ça explique beaucoup de choses. Toujours est-il que si on a ça en tête et qu'on a lu Proust, on dit c'est marrant, Proust c'est ça finalement. Et donc je me suis dit, il faut que je relise Proust. Donc j'ai tout arrêté, et j'ai relu tout Proust en 6 mois. J'ai oublié de préciser, j'ai la chance, ayant eu un certain nombre d'arriver à vendre mon temps suffisamment cher pour regarder du libre. Voilà. Et donc j'ai relu Proust pendant 6 mois, et à la fin de l'année dernière, j'ai lu le dernier livre, qui est le livre de Lionel Nakache, je vous demande vraiment, qui est le Nouvel Inconscient, qui a fait comme un déclencheur. Et sans m'en rendre compte, en fait, ça a recomposé ma façon de faire mon métier, ma façon de parler. Et comme mon métier en tant que conseil, moi j'écris plus de documents, j'écris pas de rapports, je discute avec des dirigeants, ils m'expliquent ce qu'ils veulent faire, et j'essaye de leur montrer ce qu'ils font réellement, et quels sont les écarts, et puis voilà. Enfin, mon travail est de parler en fait, d'écouter, de parler, et de donner un avis. Et donc sans que je m'en rende compte vraiment, en fait j'ai utilisé de plus en plus ce que je venais de lire dans ma pratique professionnelle, comme une clé de lecture. Parce que qu'est-ce qu'on apprend des neurosciences en simplifiant ? Je vais prendre un autre vocabulaire que le vôtre, mais vous voyez que c'est assez proche quand même. C'est que finalement, un individu efficace est un individu inconscient. C'est-à-dire que, je ne sais pas qui est venu en voiture, je pense qu'un certain nombre d'entre vous est venu en voiture. Essayez de conduire consciemment, vous allez voir que vous n'y arrivez pas. C'est fait que la plupart du temps, quand vous conduisez, vous pensez à autre chose. Quand on marche, c'est pareil. Autre anecdote, le processus d'innovation. D'un seul coup, on se dit, j'ai eu une idée, j'ai eu un flash. Elle vient d'où? De notre système inconscient. Qu'est-ce que c'est que finalement le processus de réflexion? C'est, je me pose consciemment un problème, je ne trouve pas la solution, mon inconscient, je fais une sorte de schizophrénie de dédoublement, mon inconscient va travailler pour moi, il sait ce que je cherche, s'il tombe sur quelque chose qui ressemble à ce que je cherche, il me dit, tiens, j'ai trouvé un truc. Et là, on a un flash. Et là, en mode conscient, on va vérifier. Eh bien ça, finalement, c'est 2 petites choses que je viens de dire. Je me suis dit progressivement, moi qui conseille des dirigeants de grands groupes, je me suis dit, mais la plupart de leur entreprise, elle est inconsciente. C'est-à-dire que s'ils cherchent à diriger consciemment l'entreprise, comme ils conduisent, comme moi, je ne dois pas conduire ma voiture, ça ne va pas marcher non plus. Et finalement, le processus d'innovation, est-ce que ça n'a pas à voir avec ce que je viens de dire? Et puis si l'individu, le moteur du vivant, c'est l'émotion. C'est l'émotion de survie. La survie à court terme, ma vie, elle est en jeu dans la seconde qui suit, ou ma vie, elle est en jeu dans la journée qui vient, c'est-à-dire que j'ai soif, j'ai faim,
Ou c'est un problème générationnel, c'est la sexualité, c'est la reproduction. C'est ça ce qui est le moteur du vivant. Ben, en entreprise, mon court terme, ça pourrait s'appeler la trésorerie. Mon moyen terme, on pourrait penser aux marques, aux investissements. Le long terme, on pourrait penser aux acquisitions. Et donc, si vous, dirigeants, vous avez un problème pour être compris, est-ce que vous avez relié le plan de changement à un objectif de survie? Parce que si vous ne l'avez pas relié à un objectif de survie, vous êtes en contradiction avec le vivant. Donc le changement ne va pas marcher, etc., etc. Et donc c'est venu naturellement. Et un jour de fin février de l'année dernière, donc un peu moins d'1 an, je déjeunais avec un ami qui m'a dit « Mais tu sais que tu as un bouquin ?» Bon, j'ai dit « Non, je n'ai pas de bouquin, je parle comme ça, mais je n'ai pas de bouquin. » Et en sortant du déjeuner, je me suis dit « Et si, peut-être ?» Je suis allé dans un café, j'ai ouvert l'ordinateur. 20 minutes après, j'avais un plan. 4 jours après, j'avais écrit 100 pages. Dans la foulée, j'avais rendez-vous avec un ami, je vois d'autres politiciens, peu ou quelques-uns, qui est de ma promotion, qui est aussi un être atypique, et je découvre qu'il venait de monter une maison d'édition et qu'il cherche un livre comme le mien. Donc c'est comme ça que naît le livre. Et réellement, le livre est né de cette façon-là. Après, j'ai mis 5 mois à le mettre en forme et à le finaliser. Donc il est sorti il y a 3 mois. Il s'appelle Neuromanagement. Neuromanagement pour tirer parti des inconscients d'entreprise, avec un sous-titre. Et le propos est bien ça. Mon propos n'est surtout pas de dire il faut rationaliser les inconscients. C'est de tirer parti des inconscients d'entreprise. Être rationnel, c'est accepter l'irrationnel. Si je nie l'irrationnel, je ne suis pas rationnel. Donc voilà le propos du livre. S'il y a des personnes intéressées, j'ai quelques exemplaires. Dernier point, j'ai un blog qui n'est réellement pas un blog commercial. Je cherche à, modestement, c'est pour ça que là, bêtement penser à essayer de contribuer, de changer les choses. Et donc j'écris presque un article par jour. Il est de plus en plus actif. Je suis assez content, j'ai 100 à 150 personnes qui passent par jour maintenant. Alors, j'ai un nom de blog qui est un peu compliqué, mais ça va vous donner le nom du livre suivant. Non, mais je travaille sur un livre, ça s'appelle Neuromonde, et j'ai acheté les noms de domaine. Donc, si vous tapez neuromonde.com ou neuromonde.fr, vous serez sur mon blog. Donc, Neuromonde, c'est facile à retenir, je pense, comme ça se prononce. Et pour l'instant, donc le choix des noms avait été aussi un choix. Si vous tapez sur Google, de toute façon, Neuromanagement, j'ai 90% des citations qui sont liées à mon blog. Voilà. Oui, tu vas être une question. Ah oui, Bien sûr. question. Voilà. J'étais en train de vouloir lui dire de montrer le livre, mais j'ai pas eu la bonne intuitive. Voilà. Alors, je veux dire, c'est une des choses les plus difficiles de ce livre, c'était le choix de l'illustration. Parce qu'au départ, on était parti sur une idée de neurones, en fait. De neurones. Et c'était très vite stressant. Et il y a quelqu'un qui m'a tué l'idée des neurones. Il y en a un qui m'a dit « Ah oui, on dirait le syndrome du sida. » Alors j'ai dit « Non, pas du tout. » Et d'un autre côté, j'ai eu cette proposition-là. Et en fait, pourquoi je l'ai retenue? Pour deux choses. D'une part, pour le côté zen de l'image, et oui, bien, la cohérence avec le propos. Et d'autre part, dans ce livre, je raconte 60 histoires. Le principe de ce livre, c'est un livre simple. Je parle comme j'écris, ou j'écris comme je parle, comme vous voulez. Il y a 60 histoires expliquées. Et une de mes histoires favorites, c'est l'histoire du petit pousset, que je raconte depuis toujours en disant, parce que le grand principe du management, d'ailleurs ça a été évoqué en termes de méthode éducative, hein, c'est je balance les gens dans la piscine et je dis, bah, nager quoi. Attendez. Et en termes de management, c'est ça, hein, c'est-à-dire que je suis dirigeant, je dis au type, ben voilà, débrouille-toi avec un objectif. Si l'autre se retourne vers moi et me dit, mais comment tu vas faire? Comment je vais faire? Ben, attends, t'es responsable, t'es manager. Et tous, quand on est petit, on sait que l'histoire du petit pousset, ça nous a hyper stressé. Et donc on n'arrête pas de faire des petits poussets en termes de management. Et donc c'est pour ça que les petits cailloux plaisaient bien aussi, parce qu'ils évoquent le petit pousset. Voilà. Merci. J'ai été interpellée parce que quand vous faites le parallèle de l'entreprise avec le monde du vivant, vous parlez uniquement de la partie survie, le court terme, moyen terme et autres. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que justement, ce qui manque très profondément dans
dans ce parallèle, c'est que nous, en tant qu'êtres vivants, et notamment pourvus d'une conscience, c'est qu'on a besoin de sens, et l'entreprise aussi. Alors, est-ce que dans votre livre, vous parlez justement du sens de l'entreprise, et notamment de ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise, qui pourrait donner un sens non seulement aux salariés, mais aussi aux parties prenantes de l'entreprise? Ce livre, en fait, c'est le début de quelque chose. Donc j'ai appliqué une clé de lecture à des systèmes, chose que je crois n'avait pas été faite. Donc je suis pas loin d'avoir complètement épuisé le sujet. Donc effectivement, à ce stade de ce livre, il n'y a pas les éléments que vous évoquez. C'est-à-dire que c'est un livre simple, opérationnel, destiné à des gens en situation de management dans l'entreprise à différents niveaux, pour améliorer l'efficacité. Ça ne traite pas la question de la finalité de l'entreprise. Je ne dis pas que ce n'est pas un bon sujet, mais un livre doit prendre un parti. Ça ne traite pas ce sujet. On peut imaginer, vu le titre que j'évoque, Neuromonde, que le livre suivant est un livre plus politique, parce que je considère que cette question-là doit être traitée dans un champ politique, qui est de dire dans quel monde rentrons-nous, dans quel neuromonde rentrons-nous, puisque par les connexions, je joue ce néologisme, et effectivement là, à ce moment-là, de se poser un certain nombre de bonnes questions, sur le pourquoi du comment de ce qu'on est en train de faire. Et c'est vrai que ce livre-là n'aborde pas la question de la finalité de l'entreprise. Justement, enfin, là on est quand même au niveau reptilien, la survie, alors que les neurosciences, justement, c'est comment j'articule toutes les parties de mon cerveau. Il ne traite pas que de la survie. Ah hein. bon, Non. Je sais pas, j'ai entendu que ça, moi. Alors non, mais ça m'a un vous vous rendez peu, compte le temps qu'on m'a donné, là? Oui, je sais bien. Donc je prends un parti de faire un teasing. Hein. D'accord. Non, je traite, si vous voulez, en étant un tout petit peu plus long, en fait, le livre est articulé sur 3 thématiques majeures en termes de corpus. La première thématique, c'est de dire comment je peux repenser la structure si j'ai en tête le fait que c'est des systèmes conscients, inconscients emboîtés. Je m'explique. Ce qui est conscient pour la direction générale, enfin, ce qui n'est pas conscient pour la direction générale peut être conscient à des niveaux inférieurs. Et en fait, j'ai des systèmes emboîtés de conscient inconscient quand je descends dans l'entreprise. Et bien, rien que ça, c'est une clé de lecture intéressante pour repenser les structures de l'entreprise, l'organisation des neurostructures. Enfin, j'appelais ça la neurostructure de l'entreprise. Donc, je tire ce fil de comment repenser les structures et l'organisation en ayant ce schéma en tête de dire c'est des systèmes conscients et inconscients emboîtés. Et du coup, avec des séries de questions, en disant, mais y a-t-il des sujets qui sont que dans l'inconscient? Y a-t-il des sujets qui sont que dans l'inconscient? Qui pilote consciemment les sujets? À quel niveau il faut les mettre, etc. Deuxième thématique, c'est la thématique autour de l'interprétation et de la déconnexion du réel. L'individu, un des risques majeurs d'un individu est le fait qu'il n'intègre pas. Et on retrouve l'intégrale. Hein. C'est-à-dire un défaut d'intégration. Donc de désintégration du raisonnement et qu'on pourrait détailler. Eh bien, j'ai tiré ce fil dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire de se désintégrer, de se déconnecter du réel? Et avec une remarque, c'est que dans l'individu a un point de rappel qui est que le moteur de survie est ancré dans ses gènes. C'est-à-dire que, quelle que soit votre histoire personnelle, si on parcourir ensemble et que vous ne buvez pas, au bout d'1 heure ou 2 heures, vous ne pourrez penser à rien d'autre que d'aller boire. Parce que c'est marqué dans votre système à vous et vous ne pouvez pas l'éviter. En entreprise, il n'y a pas de système génétique. Donc elle peut oublier sa survie. Et je peux vous mettre les exemples multiples. C'est-à-dire qu'elle peut aller jusqu'au point de rupture, c'est-à-dire que la déconnexion du réel peut amener à la mort. Ça, c'est le négatif. Le positif, c'est qu'un individu ne sait pas se reprogrammer, puisqu'on est dans les gènes. C'est-à-dire que si, par exemple, quand vous êtes enfant, vous avez fait attendre très 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 longtemps un biberon dans une pièce rouge avec des gens habillés en rouge, toute votre vie, le rouge déclenchera une émotion négative. Et vous ne pouvez pas le reprogrammer. Une entreprise, comme elle n'a pas de gène, on peut reprogrammer. Je ne dis pas que c'est facile. Et le troisième point, c'est le changement, ce que j'ai évoqué, lié, est-ce qu'on relie le changement à la survie? C'est ça les 3 thèmes. Après, il y a des exemples. C'est un peu plus long. Alors, de toute façon, on va faire une journée spéciale sur le management intégral, sur l'entreprise intégrale, sur le coaching intégral, sur le consulting intégral. Donc, ce n'est qu'un teasing pour cette journée. Robert, que j'ai eu la chance de connaître il y a 15 ans, Jean Bossard, viendra continuer à parler à l'exposition. Là, on rentrera plus. Mais j'ai voulu qu'on présente ce livre parce qu'il est d'actualité. Il vient juste de sortir. Vous êtes parmi les premiers à le connaître.
Et en plus, c'est vrai que c'est une expérience intéressante d'un polytechnicien qui découvre les différentes dimensions de lui-même. Alors j'ai envie de te poser une question, est-ce que Polytechnique est une université intégrale? Premier point qui montre le côté réel de la question, c'est une université, quand même. Heureusement, une école. Il faut la mettre sérieux. Donc, c'est pas quand même, attendez, franchement, enfin, je ne suis pas allé à l'université, Charles. Non, mais quand même. Finalement, bon, je termine mon livre en parlant de la nécessité d'hybrider les managers, hein, donc d'apporter justement des cultures diverses. La formation en elle-même, moi, c'est quand même là où j'ai eu des cours de philo, des cours de sociaux en même temps. Donc, je suis pas sûr de la je suis pas sûr que le problème soit dans la formation. Elle est. Je vais vous donner une anecdote qui pour moi est révélatrice deux anecdotes révélatrices de pourquoi ça déforme un individu. C'est que moi, on faisait à ce moment-là encore, ils font encore leur service puisque c'est une école militaire. On arrive au Larzac, on était au camp du Larzac, et moi je déteste être servi. C'est un truc, c'est génétique pour le coup. Et là j'ai pas pu, hein. C'est-à-dire que je n'avais pas le droit d'aller remplir ma tasse de café parce qu'il y avait un régiment entier, réellement, qui était là pour nous servir. Et moi, comme j'ai toujours été mauvais contre comme ça, je suivais la personne jusqu'à la cuisine, on faisait le chemin en sens inverse. Je ne me suis pas fait très bien voir par les militaires dès le départ, mais j'ai réellement fait. La deuxième chose, c'est que dès que j'ai fait Polytechnique, j'ai appris qu'il ne fallait pas dire que j'étais polytechnicien. Parce que le regard, et vous tous, vous l'avez montré hein, dans la journée, n'est pas le même. Donc j'ai une chance terrible, j'ai fait aussi les ponts. Donc quand on me demande quelle école j'ai fait, je dis les ponts. Je ne parle jamais de Polytechnique. Et c'est ça qui structure beaucoup, et qui désintègre. Mais ces deux anecdotes qui sont bien l'attitude et le système qui est autour, et de ce que représente cette école, et qu'on vous pique très rapidement tous les codes à l'intérieur de vous, au-delà de la formation, par ces petits signes qu'on vous donne, mais qui sont des signes extrêmement forts. Vous n'avez plus le droit d'aller porter une tasse de café, ça fait bizarre. Merci beaucoup. C'est intéressant. Merci. Et donc j'ai quelques livres, si ça intéresse. De toute façon, on l'achète sur Amazon, c'est facile. Amazon, la Fnac. Bon, alors pour continuer avec les grandes écoles françaises, on a la chance d'être entouré de membres des grandes écoles, mais en fait, vous avez compris, j'ai choisi c'est difficile de faire une grande école, mais c'est encore plus difficile d'en sortir. Hein. Il y avait le général de Gaulle qui avait fait une phrase magnifique là-dessus qui disait ce qui est le plus difficile, c'est pas de rentrer à Polytechnique, c'est de sortir de l'ordinaire. Donc là, avec Robert, on a quelqu'un qui est rentré à Polytechnique et sorti de l'ordinaire. Bien, alors on va continuer dans cet esprit. Oui. Je ne sais pas. Es-tu polytechnicienne? Non, je ne suis pas justement. Ça va, alors on te laisse la parole malgré tout. Mais après, je risque d'oublier. Moi, je m'intéresse beaucoup aux neurosciences. Tiens, attends, prends le micro. Allez, pirouette. Oui, on parle beaucoup des neurosciences et on découvre beaucoup. C'est-à-dire que tous les matins, on peut lire dans les journaux scientifiques des choses nouvelles. Et j'ai l'impression, mais je n'ai pas lu le livre, hein, que les neurosciences auxquelles vous faites référence, c'est un peu Pavlov, avec l'histoire du rouge, de la salivation, etc. Quand on parle, c'est-à-dire un conditionnement. Non, pas du tout. Non, attendez, on ne va pas rentrer dans ce débat. Non, c'est juste une ouverture. C'est juste une ouverture qui est que, par exemple, sur le code génétique, on apprend énormément de choses. Et en matière de thérapie aussi, les thérapies qui s'appuient sur les neurosciences, elles travaillent aujourd'hui sur, comment dit-on, c'est pas le réencodage qui est encore autre chose. Décodage oui. La reprogrammation cellulaire et le décodage voilà, biologique. la reprogrammation cellulaire et le décodage biologique. La reprogrammation cellulaire, c'est tout à fait intéressant parce qu'on revient tout à fait à l'origine pour intégrer un nouveau programme. Je suis complètement d'accord. Alors, okay. Juste une précision, effectivement, c'est mon livre n'est en aucun cas un livre sur les neurosciences et sur l'état de la science des neurosciences.
il prend appui sur ce qu'on savait de les neurosciences en 2007, et depuis j'ai lu d'autres livres et je suis en train de réfléchir sur un truc plus complexe, en intégrant la théorie des cordes, la mécanique quantique, je poursuis ma réflexion analogique, je cherche de faire l'intégrale à une dimension. Donc, premier point, ce n'est pas un livre sur les neurosciences. Deuxième point, c'est simplement une clé analogique et métaphorique. Je me sers de ce que l'on sait des neurosciences en 2007 comme clé de lecture pour revoir différemment un autre sujet, qui est le fonctionnement des organisations. Donc ça n'est ni plus ni moins que cela. Et je prends le risque simplement d'avoir écrit un résumé au départ, mais je l'ai fait lire à quelques neuros. Je ne me suis pas fait assassiner même par... Je l'ai envoyé à Lionel Nakache, que je ne suis pas fait assassiner par lui. C'est comme un des grands spécialistes français, encore vivant et jeune. Et j'ai pris le risque justement de raconter une parabole de moi courant le long de la Seine pour faire passer les concepts. Donc je m'éloigne du côté scientifique. Paradoxalement, je ne suis pas un scientifique. On peut avoir fait une école d'ingénieur et pas du tout un scientifique. Mais vous avez raison, merci. Tiens, voilà. Je te présente, peut-être, lève-toi. Quand on peut présentation ? Non. Juste au moins, on te voit une fois. Namaste, in Lakesh, ça veut dire je suis, toi, tu et moi en maya, donc c'est salut d'un peuple ancestral qui nous apporte beaucoup de sagesse. Et j'ai un peu la même intuition que ces dames sur la problématique de la neurologie et ce qu'on pourrait apporter en entreprise. Donc moi je vais essayer de vous amener vers mon ambition aujourd'hui qui est carrément d'amener le yoga en entreprise. Donc c'est faire un saut encore un peu plus loin. Comment j'en suis arrivée là? Donc j'ai fait une grande école, j'ai pratiqué un petit peu de voyage dans des terres indigènes en contrées éloignées. Et je pratique également du yoga. Juste avant de rentrer un peu plus dedans, je voudrais remercier aussi encore une fois Michel pour catalyser et synthétiser en fait cette expérience d'apprentissage collectif qu'on est en train de vivre tous ensemble, et puis vous remercier tous pour me permettre d'être intégrale. Donc j'en suis arrivée là parce que j'avais une âme qui était mal en point, et très tôt j'ai senti cette couverture dont parle le jeune là dans le sac des poètes disparus, un passage qui est en ligne sur le blog de l'université, cette couverture trop courte et mes pieds qui avaient froid et je me recroquevillais et j'avais envie de mourir. J'étais dans le vide et je ne trouvais pas d'amour. Donc la question c'est à quel sens, à quoi me relier? Donc c'est des questions que je posais quand j'avais 6-7 ans à mes parents. J'avais vraiment des pulsions fortes avec ces questions qui revenaient incessamment avec beaucoup de puissance, et j'ai essayé de canaliser mon énergie en passant. Donc là j'ai pris un peu le style de Robin Hood avec la présentation qui rappelle des petites photos d'enfance, mais je suis passée par du sport à haut niveau, je suis passée par une recherche auprès de gens qui parlent d'amour et de ne pas avoir peur. Je suis passée donc par cette école de commerce qui me permet peut-être d'avoir le droit d'être assise là et de vous raconter un petit peu de ma vie. Je suis passée par des expériences plus dilettantes, abandonnées peut-être au plaisir immédiat de la vie, mais tout ça, ça me laissait encore dans l'interrogation et je ne trouvais pas un fil qui reliait ces différentes parties de moi qui s'épanouissaient peut-être, qui devenaient peut-être de plus en plus des pierres de sagesse, mais qui n'étaient pas reliées les unes aux autres. Et puis j'ai rencontré des êtres qui m'ont beaucoup aidé en fait sur mon chemin. Et en fait là je voudrais remercier la destinée et faire un petit clin d'œil à cette destinée et remercier mon école de commerce, parce que finalement c'est elle qui m'a amenée vers ces accoucheurs de ma vérité. Donc comme vous parliez de confiance, avoir confiance dans ces grandes écoles, avoir confiance dans ce qu'on est tous en train de vivre. Quand je regarde derrière moi, je vois que toutes les pièces du puzzle avaient un sens pour arriver là. Et en fait, donc, au bout d'1 an ou 2, le SCP, j'ai été envoyée en échange et puis pour des stages au Brésil. Et le Brésil, c'est un pays un peu différent du nôtre. Ça pétille de spiritualité, de culture, de recherche artistique. Donc j'ai eu des premières personnes qui m'ont redonné vraiment de l'eau, qui m'ont abreuvé dans mon enthousiasme et dans ma quête, en me montrant la diversité et la pluralité des chemins spirituels qui pouvaient être vécus. Et puis ensuite, j'ai rencontré des vrais guérisseurs de mon âme, des vrais guérisseurs de mon esprit, des indigènes de diverses tribus. J'ai vécu dans plusieurs mois dans certaines contrées d'Amazonie brésilienne et d'Équateur.
Et ces êtres, ces enseignants et ces guérisseurs ils m'ont permis vraiment de faire des introspections profondes et rapides qui m'ont amené un peu plus de sens et de réponses par rapport à tout mon questionnement. Et puis, donc, il y avait aussi ce genre de guérisseurs, on peut en trouver également en Europe, puisque on raconte un petit peu entre nous comme si on ressent nos âmes, comme si elles avaient vécu dans d'autres vies dans ces tribus, et puis qu'aujourd'hui elles s'étaient réincarnées dans nos sociétés. Donc quand tu me disais, Michel, tout à l'heure, fais attention de ne pas avoir l'air d'une aborigène qui veut à tout prix défendre son truc, en même temps je me disais au fond de moi, mais oui, je suis une aborigène. Et puis il y a eu des yogis aussi qui m'ont éclairé sur ma route et qui m'ont permis en fait un petit peu de canaliser cette appréhension de l'invisible, de l'infini, de choses beaucoup plus grandes, de choses inconnues que je touchais par moments dans ces phases d'introspection intense. Le yoga, ça m'a donné comme une structure en fait pour descendre cet infini dans ma finitude, un petit peu. Je vais revenir juste, j'essaie de faire rapide, je vous promets, il n'y a que 3 slides encore de toute façon, mais je vais juste aller un tout petit peu plus loin sur la façon dont ces guérisseurs m'ont permis d'aller au profond de moi et rapidement trouver des réponses qui m'ont donné un sens d'intégrité et non plus une sensation de dislocation dans tous ces questionnements qui ne trouvaient pas de réponse dans les systèmes par lesquels je passais dans ma société. Et là, il y a des plantes, et là aussi, j'ai dû mettre des guillemets entre maître, alors que c'est un mot finalement qui est utilisé par les indigènes, par les personnes qui m'ont initiée. Donc c'est apprendre au sens de plantes enseignantes, des plantes qui m'ont apporté des messages, des plantes qui m'ont guéri, des médecines, des plantes médicinales, tout simplement. Ce sont les mots qu'utilisent les tribus, les peuples que j'ai rencontrés, avec lesquels j'ai vécu, et qui m'ont permis de faire l'expérience par intermittence de ces séances de guérison profonde. On dit aussi dans ces traditions, c'est comme le vin de l'âme, elles viennent éveiller ce qu'on a comme représentant de divin en nous. Alors moi, la première fois que je me suis retrouvée en présence de cette expérience, j'ai vraiment eu une ouverture sur l'infini. Et cet infini auquel je me refusais de croire, là, il était face à moi et il y avait un infini de possible. Et pourquoi pas finalement, et ça redonne encore une fois de la vigueur pour aller en avant dans sa destinée. Ces plantes dans nos pays, j'ai travaillé là-dessus finalement en dernière année d'école de commerce, justement dans ce souci d'intégrité, c'est sur la problématique de leur réglementation en tant que fondement culturel irréductible de certaines populations. J'ai eu des frissons dans tout mon corps quand tu as parlé des frontières et j'ai senti que c'était là une problématique cruciale dans l'évolution de notre humanité, de la façon dont on allait réussir à estomper ces frontières. Et au niveau des plantes, c'est la même chose. Comment on peut faire passer un langage, comment on peut traduire un fondement culturel dans une autre culture, comment on pourrait mettre indéfiniment une barrière entre cette culture et la nôtre, est-ce possible? Et en fait, en venant ici partager avec vous cette expérience, c'était aussi cette volonté d'apparaître comme un des possibles, une fréquence de plus en plus possible de chemin qui pourrait être celui de nos enfants. Je n'ai pas encore d'enfants, mais si j'en avais, vous en avez tous apparemment, c'est bien possible que nos cultures se rencontrant de plus en plus, nos manières de vivre se rencontrant de plus en plus, les expériences desquelles je vous parle maintenant, elles arrivent de plus en plus dans nos vies de manière un peu inopinée et en même temps grandement destinées par la grande destinée. Ce ne sont pas non plus, je vais rajouter juste un mot depuis mon point de vue et ceux des peuples qui les utilisent, des hallucinogènes, donc des substances. Alors là, quand on dit substances, que les plantes m'ont appris petit à petit à soigner. Par exemple, quand je suis revenue en France après ce voyage, j'ai eu une tumeur dans mon corps physique du fait de l'incapacité à communiquer, de trouver les mots et de développer tout ce langage que je devrais développer par la suite sur ces expériences. Et ces plantes visionnaires, elles m'ont appris à me servir de mon troisième œil et elles m'ont appris à faire circuler des énergies en moi et j'ai pu guérir ma tumeur grâce aux capacités qu'elles m'ont aidé à développer. Ce ne sont pas des hallucinogènes pour moi parce que voilà, elles ne renvoient pas à un objet sans sujet, mais elles renvoient vraiment
à une insight, à une connexion avec sa voix intérieure, à une réalité pour son âme, dans ce système de réalité multidimensionnelle duquel on parlait tout à l'heure aussi. Et ce ne sont pas des drogues, puisque justement elles n'entraînent pas une déchéance, mais au contraire elles développent des capacités qui permettent de se soigner. Il y a notamment une clinique au Pérou, pour ceux qui sont intéressés, qui a fait ses preuves depuis une dizaine d'années, une clinique qui a été montée par un docteur français, qui a été mandaté par le gouvernement français pour soigner, faire des expériences et des recherches sur la guérison des dépendances avec ces plantes-là et avec une équipe de maîtres guérisseurs indigènes. Et ça fait une dizaine d'années qu'ils soignent des centaines de personnes addictées, dépendantes de produits par an. Des centaines de personnes par an. Donc voilà la petite parenthèse sur les mots tabous, les mots difficiles à communiquer. Et en même temps, c'est une expérience qu'on fait aujourd'hui grâce à Michel, que je remercie vraiment d'avoir pu mettre un mot là-dessus. Et donc par rapport à cette expérience qu'il m'a fallu intégrer dans un pays où donc, on n'a pas du tout accès à ça, où j'étais dans la capacité, donc, comme je vous disais, de partager avec vous, avec mon entourage, ces techniques ancestrales qui m'ont permis d'aller voir beaucoup plus loin et les résultats de ces techniques, donc cet accès à l'infini. Il y a eu des principes qui m'ont guidée et c'est vraiment cette science de vie du yoga qui m'a aidée sur ce chemin-là. Donc là, pas seulement comme une gymnastique de santé qui nous permettrait, comme une gymnastique neuronale, je dirais, même pas ça, mais plus des principes de vie, des enseignements révélés dans des textes. Donc, par exemple, dans Patanjali, le premier sage qui a écrit à propos du yoga il y a environ 2000 ans, qui dit que le yoga